Alors bonjour à toutes. Je tenais aussi à dire bonjour à Clément, Charles, Jean-Daniel, Jérémy, Claude-Jean, Loïc, Guillaume, Dominique, Nicolas, Grégoire, Olivier et Lucas. Il y a 13 hommes ce matin, 69 femmes. La parité n'est pas respectée. Est-ce un signe? Je suis Véronique Dussault. Donc moi, je suis une femme, Véronique Dussault, du groupe Psychologie. Je vous souhaite la bienvenue à cet éveil matin proposé par BETC et Psychologie. La marque Psychologie, elle touche chaque mois 4 millions de personnes en France, 6 millions dans le monde. Et comme média, s'engager sur la voie d'un futur plus humain, plus heureux ensemble est une de nos priorités. Notre sujet du jour est de répondre à la question « Is the future female ?» Nous savons que l'égalité des droits entre les hommes et les femmes a progressé en France. Dans la deuxième partie du XXe siècle, les femmes ont obtenu le droit de vote, le droit d'être éligibles, de choisir leur emploi et de gérer leurs biens propres. Nous sommes aujourd'hui tous d'accord sur la nécessaire égalité des salaires entre hommes et femmes. Néanmoins, en Californie, Google est poursuivi par 3 anciennes salariées pour discrimination salariale. En France, les hommes gagnent en moyenne 23% de plus que les femmes. Alors le féminisme, c'est quoi? J'ai regardé dans le Larousse, qui le définit comme un mouvement militant pour l'amélioration et l'extension du rôle et des droits des femmes dans la société. Là encore, nous sommes tous d'accord sur cette nécessité. Les neurosciences ont démontré que sur les fonctions cognitives, les cerveaux des femmes et ceux des hommes sont identiques. Le cerveau n'a pas de sexe. Nous avons tous des cerveaux différents, indépendamment de notre sexe. Les compétences professionnelles n'ont donc pas de sexe et dépendent de l'environnement dans lequel nous évoluons. Et pourtant, peu de femmes ou d'hommes se disent féministes. Cela les renvoie peut-être à des vieux combats politiques et à des scénarios fantasmés apocalyptiques. Je me suis moi-même posé la question, est-ce que je suis féministe? Je ne suis pas une boomer et je n'ai pas participé aux mouvements qui ont permis l'acquisition des droits fondamentaux pour les femmes. Je ne suis pas engagée aujourd'hui dans les mouvements qui continuent à faire avancer le droit et à développer une égalité sans condition entre hommes et femmes. Il m'arrive de rire du sexisme dit bienveillant dont je peux faire l'objet. Je passe l'aspirateur, je plie le linge, alors qu'il y a 3 hommes qui vivent avec moi, et je ne m'offusque pas de le faire plus que les autres membres de ma famille. Je développe en revanche ma vigilance et même mon énergie pour combattre les stéréotypes de type « les femmes sont multitâches, sont douées pour le langage », ne savent pas se repérer sur une carte. Ou bien, plus on a de testostérone, plus on prend de risques. Construire une culture de l'égalité nécessite de lutter contre les stéréotypes. Je n'aime pas la complémentarité entre hommes et femmes véhiculée par ces idées. J'aime la différence qui caractérise chacun de nous, hommes comme femmes, petits comme grands, triste comme joyeux, jeune comme vieux. Réfléchir ensemble sur ce futur commun est ce que nous vous proposons aujourd'hui. Marianne Hurstel, vice-présidente de BETC en charge du planning stratégique, va nous dévoiler avec son complice Clément Boisseau les résultats d'une étude menée dans 32 pays auprès de 10 000 personnes. Puis Laurence Folléa, directrice de la rédaction du groupe Psychologie, interrogera Catherine Blanc, psychanalyste et sexothérapeute, chroniqueuse à Psychologie et auteure, entre autres, de La sexualité des femmes n'est pas celle de magazine. Vous pourrez bien sûr échanger avec elle à l'issue de la présentation de l'étude. Mais avant, je passe la parole à Mercedes Herra, présidente de BETC, femme de pouvoir et de conviction. Et je vous souhaite un éveil matin vivifiant.
Je pense un truc très très simple, c'est que tant qu'on n'aura pas une vraie égalité, l'égalité, c'est pas gommer les différences, c'est l'égalité. Je m'en fiche des différences, des pas différences. Je m'en fiche pas totalement parce que hier, je faisais une présentation auprès de Ladies Bank, donc les filles qui sont des banques, qui ont senti le besoin de se mettre ensemble. Quelle drôle d'idée, hein. Et il y avait 2 personnes qui disaient, mais aux États-Unis, on parle des genders, et du coup, on essaye de gommer la notion de différence. Alors moi, je ne gomme pas la notion de différence parce que je ne sais pas comment on était au début du monde, mais je pense que les femmes ont construit une différence parce qu'on a hérité de nos mères, de nos grands-mères, de nos arrière-grand-mères, et que nos mères et nos grand-mères et nos arrière-grand-mères, ce n'était pas comme des hommes. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais elles travaillaient plus que les hommes et elles étaient payées moins. Et ça, c'est une constante de l'humanité. Dans l'humanité, on a 69% de femmes qui font le travail humain, c'est-à-dire que 70% du travail humain est fait par les femmes et elles reçoivent 10% de la rémunération mondiale. Ça, c'est des faits. Moi, j'aime les faits, j'aime l'économie, j'aime les choses de cet ordre-là. Et là où je suis contente aujourd'hui, c'est que nous adorons les études parce qu'on adore savoir où sont les gens. C'est tellement important de savoir où sont les gens, qu'est-ce qu'ils pensent, à quoi ils croient. Et on fait ça assez systématiquement chez BETC parce que sinon on n'arrive pas à travailler, on ne sait pas travailler autrement. Et là où je suis contente aujourd'hui, c'est qu'on aborde un sujet qui est finalement un sujet sur lequel, quoi qu'on dise, on a peu de choses. Alors en France, on a une capacité à avoir très très peu de choses. Et normalement, cela devrait être un vrai sujet d'économie. Cela devrait être un vrai sujet d'histoire que l'histoire des femmes. Cela devrait être un vrai sujet d'anthropologie. La très grande anthropologue qui porte comme nom celui de Françoise Héritier, qui parle plus malheureusement parce qu'elle est fragile aujourd'hui, et qui a pris la continuité de la chaire de Lévi-Strauss, et qui a démontré qu'après la problématique de l'inceste qui avait fondé l'humanité, l'autre chose qui avait fondé l'humanité, c'était la domination des femmes, des hommes sur les femmes. Cette chose-là, on ne l'étudie pas profondément, comme si elle faisait peur, comme si elle était de toujours, que c'était comme ça et qu'il n'y avait rien à faire et qu'elle était dans nos gènes, et puis voilà. Et je pense qu'il faut travailler sérieusement les questions, profondément, les étudier. Pas pour s'énerver, on s'en fout, après tout. Moi, c'est comme ça. Voilà. Ça a été la culture humaine, elle a créé ça, et elle est totalement intégrée. Et c'est vrai que moi aussi, je plie le linge. Et je ne demande pas à mon mari de le faire. De toute façon, il a l'air de ne pas savoir le faire. Et pourtant, j'insiste, mais c'est toujours bizarre quand il tente de le faire. C'est comme les feuilles de sécu, je ne sais pas très bien pourquoi. Il a une limite. C'est le numéro de la sécurité sociale. C'est super compliqué. Quand j'étais petite, ma maman m'appelait toujours pour l'aider. Donc, j'en ai déduit que mes frères avaient un handicap. Et que mettre la table, c'était un truc super sophistiqué. Hein, des choses comme ça qui nous reviennent et qui sont dans nous, et on ne va pas protester tous les jours parce que c'est dans nous et qu'on ne sait pas. Nous, on ne sait pas aller à l'agence et considérer que les enfants ne sont pas importants et qu'il ne faut pas les prendre au téléphone et que ce n'est pas à nous de nous en occuper. On ne sait pas. On ne sait pas, quand un enfant est malade, considérer que ce n'est pas de notre responsabilité. On ne sait pas. Moi, je trouve les femmes intéressantes. Je pense qu'il vaudrait mieux que les hommes deviennent un peu plus femmes plutôt que les femmes deviennent un peu plus hommes. En fait, je pense qu'au milieu, il y a un truc intéressant. Et c'est pour ça que je crois à la mixité. Dans une entreprise, c'est bien de voir l'audace des mecs parce que ça nous fait du bien. Ça nous donne des leçons. C'est bien de voir un homme réclamer très facilement, mon fils par exemple, parce que j'ai réussi à faire 5 garçons. Et pour une féministe, je me pose là. Et c'est très bien de voir mon premier garçon qui arrive à son premier job et qui discute son premier salaire. Jamais j'aurais osé. C'est un vrai garçon. Je pense qu'on a à apprendre des garçons. Et je pense que les garçons ont à apprendre des femmes. C'est le sens des responsabilités qui vous appartient, mesdames, et qui fait que vous ne lâchez rien. Et vous ne vous faites pas totalement confiance, mais vous ne lâchez rien.
et que vous faites 70% du travail de l'humanité. Donc merci de continuer, mais merci de demander un petit salaire pour ça, c'est pas mal. Et donc apprenons aujourd'hui, c'est un peu l'enjeu de cette présentation, c'est d'en savoir plus, parce que le monde est compliqué et que tout ça ne bougera pas n'importe comment, dans n'importe quel sens. Tout d'un coup, on ne lave pas les têtes et on recommence. On est dans une longue histoire, et nous, dans cette longue histoire, on cherche juste à comprendre comment est vécue ces notions de féminisme. Vous savez qu'elles sont difficiles et que peut-être elles sont aussi politiques. Mais Marianne et Clément nous en diront plus tout de suite. Merci. Alors, quand on a choisi ce thème d'étude avec Clément, puisqu'on choisit tous les ans 3 thématiques d'études, on venait de faire une étude sur la montée des conservatismes et la montée des tendances réactionnaires, notamment aux États-Unis, mais aussi en France, mais aussi en Angleterre, avec cette idée que le monde d'avant, c'est la définition d'être réactionnaire, était meilleur que le monde d'aujourd'hui. Et je trouve, et on va refaire des liens à cette précédente étude, pour ceux qui l'ont vue, parce qu'il y a un lien entre ce qu'on appelle aujourd'hui la mise à distance du féministe et cette envie de retourner à un monde d'avant qui peut-être incarnait un idéal différent de celui qu'on vit aujourd'hui. Lorsqu'on a fait cette étude, on avait aussi conscience que l'on s'attaquait à un sujet complexe parce que nous avons en face de nous Mercedes, donc il va grogner sur certaines de ces chartes, on en a bien conscience, et puis complexe parce qu'il parle de l'intime, du social, du politique, donc il fallait qu'on réunisse l'ensemble de ces dimensions. Alors cette étude, on l'a faite, comme d'habitude, dans 32 pays, et ça va être intéressant parfois de comparer la France, les États-Unis, l'Angleterre, pays matures dans leurs relations, en tout cas au féminin, et puis des pays plus machos. On va parler des Russes, on va parler des Chinois, on va parler aussi des pays comme l'Indonésie ou les Émirats arabes unis, où on va avoir des situations complètement différentes. Et puis, comme d'habitude, pour ceux qui ne connaissent pas ces études, on a étudié le mainstream, donc on a une étude représentative de la population avec autant d'hommes que de femmes. Nous avons interrogé moitié hommes, moitié femmes, et puis évidemment les 20% de prosumers qui sont représentatifs des tendances. Pour commencer, peut-être une petite charte que Clément va commenter. Alors la première slide qui va peut-être faire grogner Mercedes, donc j'ai cet honneur de faire grogner Mercedes. Alors, tu es contente d'être dans les 30 et je suis sûre qu'il y a beaucoup de personnes dans cette salle qui se comptent parmi les 30% de femmes, et c'est d'ailleurs le même chiffre au global, qui se réclament féministes. Il y a un paradoxe, et c'est un petit peu le fil rouge que l'on va tirer lors de la présentation de cette étude. Il y a une sorte de paradoxe entre le fait que ce t-shirt fait par Dior pour la première collection de Maria Grazia Chiuri, We Should All Be Feminists, qui est un message d'une auteure nigériano-américaine qui a été mis sur ce t-shirt, a été sold out, pas mal pour un t-shirt vendu $700 pour du coton, enfin 86% coton, 14% lin, mais quand même, accompagné du hashtag féministe qui a créé un véritable buzz sur les médias sociaux et de se sont emparés les plus jeunes. Donc il y a eu une sorte comme ça tout d'un coup de hype et de cool autour de ce t-shirt, alors que dans notre étude, en effet, on est autour de 30% des femmes dans le monde, et un petit peu moins si on regarde avec les hommes et sur toutes les classes d'âge, de personnes qui vont vouloir se considérer et se déclarer comme féministes. Alors évidemment, ça nous a interpellés. On s'est dit, c'est peut-être pas mal. Alors Maria Grazia dit, c'est super si le féminisme devient mainstream, devient dans la rue, devient un objet de cool. Avec une crainte toutefois qui est peut-être que porter ce genre de t-shirt quand on est jeune, c'est aussi cool qu'il était cool il y a quelques années de porter un t-shirt à l'effigie du Tché. Je ne sais pas si ça a permis au Parti communiste ou aux Insoumis de recruter parmi les plus jeunes, mais peut-être que ça jouera le même rôle pour recruter auprès des plus jeunes. Alors, tiens, j'en ai une deuxième, et après c'est à toi. Donc évidemment, ça nous a posé la question, est-ce que le féminisme est devenu
irrelevant, enfin, est-ce que c'est encore un terme qui est pertinent? Peut-être qu'il y a une dissociation qui s'opère entre le mot et l'idée, entre les combats pour une égalité des droits, pour plus de pouvoir, pour plus de partage, et un mot qui ne encapsulerait pas totalement ce qu'on met derrière. Récemment, un panel qui avait lieu à Berlin, Angela Merkel a été interviewée pour savoir si elle était féministe. Angela Merkel, elle a pris beaucoup de temps avant de répondre, elle a fait une grosse pause et elle a dit non. Et elle a dit non pas parce que je ne pense pas que c'est important, mais non parce que pour moi, les féministes, ce sont ma grand-mère, ma mère qui se sont battues pour le contrôle de leur corps, pour le fait d'avoir le droit de voter, etc. Et elle disait, même si moi j'ai vécu de la misogynie épouvantable, même si j'ai dû me battre en tant que femme, je ne veux pas me réclamer comme féministe parce que j'ai l'impression que mon combat a été moins lourd que celui de ma grand-mère et de mon arrière-grand-mère et de ma mère. Et donc du coup, je ne vais pas me dire féministe parce que c'est une page de l'histoire, même s'il y a des choses à faire. Donc peut-être que ça c'est une des raisons, peut-être qu'il y en a d'autres et on va les creuser. Merci. Donc, première chose, en fait, on a essayé de se poser des questions derrière ce terme, est-ce que je suis ou pas féministe? On va voir émerger de nombreux paradoxes. Le premier, et pas des moindres, c'est qu'aujourd'hui, globalement, on a une large partie de la population qui est d'accord avec le fait que si le monde doit changer, les femmes doivent leader ce changement. Donc, globalement, je regarde ici, que ce soit les prosumers, 44% quand même, pensent que dans le futur, les femmes leaderont le changement du monde. Donc c'est un chiffre assez élevé, très élevé aux États-Unis, très élevé en France, très élevé en Angleterre, un petit peu moins en Chine, mais c'est normal, on est dans des pays où les femmes, on va voir le pouvoir des femmes est moins reconnu. Donc premier paradoxe, si les femmes doivent leader le changement des mondes, quel pouvoir est-ce que l'on doit leur donner? Deuxième élément qui complète le premier, si les femmes doivent leader le changement du monde, c'est parce qu'on pense aujourd'hui, et on est nombreux à le penser, on le voit ici, pas seulement les femmes, mais aussi une grande partie des hommes, que quand les femmes ont le pouvoir, les choses vont un petit peu mieux. Donc, the world should be a better place if women were in positions of power. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que 48% des Américaines, 42% des Anglaises, 55% des Françaises, on reviendra sur l'Inde, qui est un cas très particulier, 73% des Indiennes pensent que le monde irait mieux si les femmes étaient au pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'on appelle le pouvoir? On va parler du pouvoir à la tête des entreprises, puisque le pouvoir dans l'entreprise est la critère de mesure de la réussite de l'entreprise étant sa réussite économique. Des études démontrent que les female boss earn higher profits. Donc, voilà, à toutes les female boss de cette salle, où que l'avancement des femmes et l'égalité des femmes pourraient améliorer la croissance d'environ 12 trillions de dollars. Donc, à la tête des entreprises, des études démontrent le rôle positif des femmes, à la tête des institutions aussi. Et, fin de ce paradoxe, en même temps, on continue à reconnaître qu'on n'y est pas complètement en termes d'égalité. Donc, on a posé la question, un peu compliquée parce qu'elle est par la négative, mais il n'y a pas de gender equality, nous sommes toutes traitées également. Donc, si on prend « nous sommes toutes traitées également », ce qui est intéressant de voir, c'est que 26% des femmes en France le pensent, donc ce n'est pas beaucoup. Seulement 26% des femmes pensent que l'on est traité à égalité avec des hommes. 35% des hommes, on n'est pas très très loin des hommes. Par contre, quand on regarde, la vraie différence, elle va se faire entre les boomers, qui eux vont dire, vraiment, ils sont très très peu à dire qu'il y a des inégalités, et les jeunes, qui, même si on pense que le chiffre de 37 aux États-Unis est faible, les jeunes, eux, pensent plus facilement qu'on tend vers une égalité, on va dire, que les boomers. La France, c'est intéressant, assez peu de différences hommes-femmes, assez peu de différences jeunes-vieux, comparé à d'autres pays, et globalement, le sentiment que nous ne sommes pas égaux, qui est peut-être un des pays qui a le plus fortement ce sentiment d'inégalité par rapport à d'autres pays. Donc la question que va poser cette étude, et on va avoir 4 thèmes ou 5 thèmes d'investigation, c'est pourquoi, si on pense que les femmes, quand elles dirigent, c'est mieux pour l'entreprise, c'est mieux pour l'économie, c'est mieux pour les institutions, les femmes, quand elles dirigent, c'est mieux pour le monde, et en même temps, on n'a pas encore reconnu l'égalité, pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation de mise à distance de cette notion de féminisme? Alors, premier thème, who claims to be a feminist?
Là, on va rejoindre et on va essayer de comprendre, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, pourquoi, à quoi ça renvoie. Et là, on va trouver notamment au travers de toutes les questions qu'on a pu poser aux États-Unis, pas en France, sur l'appartenance aux partis politiques, cette dimension très très forte, réactionnaire, liée à est-ce que le passé était meilleur qu'avant, ou est-ce que je crois à un progrès futur un progrès possible dans le futur. Avant de regarder ça, on avait posé cette question et les chiffres très très élevés de réponses nous ont véritablement interpellés. On a posé la question, je vois beaucoup plus de colère vis-à-vis des femmes aujourd'hui. Beaucoup plus, pas seulement de la colère, mais beaucoup plus de colère. Et là, on voit qu'on a des chiffres. En Argentine, 60% des femmes nous disent « Je vois beaucoup plus de colère vis-à-vis de moi aujourd'hui que par le passé ». Le plus faible étant l'Allemagne, ce qui peut peut-être expliquer la réponse d'Angela Merkel. Voilà. Donc on va avoir des pays, Argentine, Inde, Émirats arabes unis, Mexique, Brésil, Pologne, qui vont être au-dessus de 50%. Donc ça, c'est quoi cette agressivité? Ça peut être des regards, ça peut être des injures, ça peut être le sentiment que quand on n'est pas habillé de la bonne façon, on n'est pas bien regardé. Donc cette violence, elle peut prendre différentes formes, jusqu'à la violence faite aux femmes, mais elle peut aussi avoir ces formes de regard, injures, sentiment qu'on est discrédité en permanence. Oui. Alors l'Inde, c'est pour ça que l'Inde est un pays assez paradoxal. On va avoir beaucoup de gens féministes, beaucoup de gens qui disent il y a de la violence faite aux femmes. On va avoir beaucoup de femmes boss. En même temps, les Indiens vont dire c'est bien quand la femme... Enfin, c'est un pays encore très paradoxal et assez intéressant, en tout cas, à creuser. En France, on est au milieu. Donc voilà, quand même, 40% des femmes disent qu'en France, elles sentent plus de colère. Ça peut être dans le métro, ça peut être à la maison, ça peut être au travail. Elles ressentent cette colère. Who claims to be a feminist? C'était notre question de départ. Donc je suis féministe. Je trouve que les hommes aujourd'hui sont assez proches des femmes, 23-35 aux États-Unis, 26-41 en France. Donc on n'est pas dans une opposition, ce n'est pas les femmes qui sont féministes, les hommes qui ne seraient pas féministes. Alors en Inde, voilà, donc on va avoir des hommes très très machos, il y a des pays, on va y revenir avec des vrais machomanes. Et bon, boomers, millennials, globalement, on a des chiffres, on va dire, relativement moyens. Et là où ça devient intéressant, c'est quand on a creusé aux États-Unis, où on a le droit de poser ces questions. En tout cas, en France, on ne les avait pas posées. C'est des questions qui vont être très compliquées à poser dans le type d'études qu'on fait, c'est-à-dire assez directes. Aux États-Unis, on a classé en fonction du fait que je suis démocrate ou républicain, conservateur ou progressiste. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup plus de différence entre être démocrate et féministe ou républicain qu'entre un homme et une femme. Donc, ce qui veut dire en fait que la différence, c'est plus une différence homme-femme, c'est une différence de vision du futur de la société. C'est-à-dire, est-ce que je suis dans une vision où je pense que le futur est progressiste? Why the feminist movement needs the progressive movement? C'est le titre de cette une aux États-Unis. Donc, le mouvement féministe aux États-Unis, si on ne passe pas par les démocrates, on n'y arrivera pas. Et on voit également, quand on voit que ce chiffre très élevé des républicains, c'est-à-dire que les femmes républicaines ne sont pas féministes. Et là, on revient à cette étude qu'on avait faite sur cette fierté, l'étude sur le nationalisme ou le conservatisme, je ne sais pas qui était là à cette étude, mais où, quelque part, on voit dans beaucoup de pays cette revendication d'une fierté d'appartenance à mon pays. Cette fierté d'appartenance, pour certains pays, et surtout les pays en difficulté économique, on avait vu que c'était la France, les États-Unis, l'Angleterre, la Turquie, par exemple, sont des pays dont la seule fierté est une fierté liée à leur passé. Et donc, ils vont énoncer « Make America Great Again », comme avant, comme c'était avant. Et avant, qu'est-ce qu'il y avait? Qu'est-ce qu'il n'y avait pas? Il n'y avait pas de féministes, il n'y avait pas d'immigrés, il n'y avait pas de Mexicains, etc., etc. Donc en fait, on est dans cette mouvance réactionnaire qui va discréditer le féminisme au nom d'un retour au passé. Au-delà, on a posé la question « Feminism has done more harm than good ». Donc là, on est encore plus précis. Le féminisme a fait plus de mal que de bien. On aurait pu poser la question inverse, mais on l'a posée dans ce sens-là. Et là aussi, c'est très intéressant, c'est qu'on voit que quand je suis progressiste,
j'estime que le féminisme a fait plus de mal que de bien. Quand je suis conservateur, républicain, quand je suis progressiste, c'est le contraire. Non, j'estime que le féminisme a fait peut-être plus de bien que de mal. Hein. Quand je suis conservateur, j'estime le contraire. Donc ça veut dire que je vais accuser le féminisme, non pas simplement, je dis pas, c'est pas le combat des femmes, c'est toute une société qui se retourne contre les femmes et qui vont accuser les femmes de la dérive des valeurs morales, du chômage, etc., etc. Donc on est bien dans ce mouvement qui est un mouvement, on va dire, plus politique que féministe. Alors on avait regardé les pays, on aime bien, on va revenir sur ces pays tout au long de la présentation, ce qu'on a appelé les macho countries. Donc c'est les pays où les hommes vont dire le féminisme a fait plus de mal que de bien. Donc on va avoir les États-Unis, 44% des hommes, 29% des femmes. On va avoir la Russie, 52% des hommes, 35% des femmes. Mais là, on voit que quand les hommes sont hauts, les femmes sont assez hautes aussi. Hein. C'est intéressant parce que les deux bougent ensemble. Hein. Et puis, on va avoir, par exemple, l'Indonésie, 41-41. On reviendra après sur le cas de l'Indonésie, des Émirats arabes unis, etc., qui sont des pays où les femmes elles-mêmes vont penser que le féminisme n'est pas forcément un bien. Donc, premier point, et pour nous, c'était un éclairage assez intéressant. Cette mise à distance du féminisme n'est-elle pas finalement un enjeu politique, une vision progressiste ou non progressiste du monde? Comment est-ce qu'on voit le futur de la société dans laquelle on vit? Dans quelle économie on a envie de se situer, etc., etc. Donc on est bien dans un enjeu économique. Deuxième élément qu'on a essayé de regarder, right versus power. Et là aussi, c'est quelque chose d'intéressant. On parle de droit des femmes. Aujourd'hui, sur le droit des femmes, je dirais que dans tous les pays, tout le monde s'accorde à dire que les femmes doivent avoir les mêmes droits que les hommes. Même droits, même salaire, etc., etc. On va y revenir. La vraie question, c'est celle du pouvoir. Et là, il y a vraiment débat. Donc, je vais commencer par les droits. Allez, aujourd'hui, les femmes have rights, but no real power. Donc, je commence par une question plus large. Les femmes ont des droits, mais elles n'ont pas vraiment de pouvoir. Et là, on voit en fait qu'en France, par exemple, 66% des femmes pensent qu'elles ont des droits, mais elles n'ont pas encore le pouvoir, ou elles n'ont pas vraiment de pouvoir. 46% des hommes, donc c'est quand même un chiffre assez élevé pour les hommes. Hein. Ce n'est pas 10% des hommes, 70% des femmes. On voit qu'aux États-Unis, 43-38, 43-28 en Angleterre. Donc tu le rappelais dans l'introduction, hein, les droits des femmes sont un acquis, hein, le droit de vote, le droit d'avoir son carnet de chèques, le droit à l'avortement, etc. Du côté des droits, il y a un certain nombre d'acquis. Du côté du pouvoir, ça pose encore question. Alors, c'est ce que tu disais aussi tout à l'heure. Les femmes et les hommes devraient avoir le même salaire pour une tâche égale. Personne ne va contester ce point. Donc, on n'est pas dans un problème de contestation sociale, politique, vis-à-vis de l'égalité des salaires. On est bien dans une difficulté plus économique que politique, puisque l'opinion est d'accord sur l'égalité des salaires. Et ça, dans tous les pays. Donc, le débat, il est plus économique, on va dire, que politique, puisque là, tu disais France 20%, moi j'ai 17%, Angleterre 28%, États-Unis 20%. Donc, on est encore dans une égalité des salaires, mais personne ne dit que c'est bien. Tout le monde se dit, ça serait mieux si ce n'était pas comme ça. Après, comment faire, par quels moyens y parvenir, c'est plus compliqué. Et c'est plus compliqué, pourquoi ? Parce que vous avez deux grands types de pays. Vous avez les pays qui considèrent qu'on n'en a pas fait assez, il y a encore beaucoup de choses à faire devant nous. Et puis vous avez les pays qui disent, globalement, ça va bien, on peut s'arrêter là. Et là, en fait, on voit bien que c'est une question d'opinion et pas de réalité. C'est-à-dire que les pays qui pensent qu'il y a encore beaucoup à faire sont les pays qui ont déjà fait beaucoup et qui sont dans cette dynamique, donc qui sont dans une dynamique progressiste, alors que les pays qui pensent que ça va bien, on pourrait s'arrêter là, on a déjà fait pas mal, sont les pays en fait qui n'ont vraiment pas fait grand-chose. Donc on voit là que si je dis il n'y a pas d'égalité des genres, nous sommes tous traités en tant qu'égaux, on va avoir hommes comme femmes. Ils sont tous d'accord en Chine qu'on est traités en tant qu'égal, on va revenir dessus tout à l'heure. Ils sont à peu près tous d'accord en Inde, en Asie, en Malaisie, en Russie, voilà.
Mais d'ailleurs, c'est intéressant parce que les hommes et les femmes ont la même opinion. Hein, ce n'est pas des trucs où les femmes disent « Oh non, on n'est pas égaux », et les hommes disent « Non, ben voilà ». C'est les hommes et les femmes. Donc en fait, on est dans un truc très culturel. On n'est pas dans quelque chose, on n'est plus dans cette opposition. On est dans une vision culturelle de la société. Et puis, on voit en Allemagne, non, on n'a pas fait assez. Alors que c'est le pays, on voyait tout à l'heure, qui est en fait, le moins, où les femmes sont le moins attaquées par les hommes. C'est un des pays qui a beaucoup fait. Ils estiment que non, on n'a pas atteint les résultats voulus. Pareil pour la France, pareil pour le Canada. Un petit peu moins vrai aux États-Unis, mais globalement, tous ces pays-là estiment qu'il y a des progrès à faire. Alors là où ça se corse, cette notion de pouvoir des femmes, c'est à qui la faute. Et on a essayé de comprendre à qui la faute. Alors il y a certainement derrière, tu disais, des milliers d'années d'histoire. Mais aujourd'hui, hommes et femmes vont avoir un avis sur à qui la faute. Et donc, en fait, on a posé la question, cette inégalité, ce n'est pas la faute des hommes, c'est la faute des femmes, qui ne veulent pas de l'égalité. On a posé la question, enfin, c'est à peine une question d'ailleurs, de manière assez straightforward. Vous êtes d'accord? Vous n'êtes pas d'accord? Et là, on va avoir à nouveau deux grands types de pays. Des pays qui vont dire que c'est la faute des femmes. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que dans ces pays qui disent que c'est la faute des femmes, c'est les femmes qui disent que c'est la faute des femmes avant les hommes. D'accord? Donc, en fait, si je suis en Arabie Saoudite ou si je suis en Inde, les femmes vont dire c'est la faute des femmes. D'accord? Bon, dans les autres, ça se discute un peu. En Russie, c'est plutôt les hommes qui vont dire c'est la faute des femmes. En Chine, c'est moitié-moitié. Donc, on va avoir quand même un nombre de pays où les femmes vont dire les femmes veulent-elles vraiment l'égalité? On n'en est pas sûr. Et puis on va avoir tout un volet de pays qui vont dire, évidemment, c'est la faute de la société. Donc, notamment, la Hollande, la Belgique, l'Irlande, le Canada, la France, etc., etc. Avec assez peu, dans ces pays-là, en tout cas en France, à nouveau, de différence hommes-femmes. C'est un des pays où la différence entre ce que pensent les hommes et ce que pensent les femmes est la moins élevée. Aux États-Unis, on voit qu'il y a vraiment déjà des tensions entre ce que pensent les hommes et ce que pensent les femmes. En France, c'est rarement le cas. Alors, cette question-là, les hommes et les relations entre les hommes et les femmes seraient mieux si quand l'homme est un partenaire dominant. Donc, on est bien dans l'idée de la soumission. Ce qui est intéressant, c'est effectivement quel rapport j'ai à la soumission. Et à nouveau, on est dans un rapport culturel. C'est difficile pour nous de définir le bien du mal. Enfin, moi, je ne m'autoriserai pas, en tout cas, à définir le bien du mal. Ce que je constate, c'est simplement que dans certains pays, les hommes comme les femmes pensent que la relation homme-femme fonctionne mieux quand l'homme est dominant et quand la femme est soumise. Alors, c'est sûr que ça pose moins de problèmes, on s'engueule moins, etc., etc. Mais ça a du bon. Après, ça peut être l'homme qui est soumis, ça a du bon aussi. Mais globalement, c'est intéressant de regarder ça, pas avec un filtre militant, mais avec une compréhension. Qu'est-ce qu'elles veulent dire par là? Et qu'est-ce que les femmes veulent dire par là? Parce que c'est intéressant, c'est pas que les hommes, c'est les hommes et les femmes. Les Russes, 62% des hommes, 61% des femmes pensent que quand l'homme est dominant, les choses marchent mieux. On va retrouver ça un petit peu tout au long de cette étude. Et puis, on a posé d'autres types de questions. Qu'est-ce qui prévient les femmes de gagner autant que les hommes? Parce que c'est quand même une des questions, quand on voit la question des droits, c'est une question importante. Et on va avoir deux grandes thématiques. Une thématique, c'est le sexisme, qui va être dominante quand même globalement partout. Mais on va avoir une deuxième thématique qui est-ce que c'est de la faute des femmes ou pas? Mais en tout cas, qui de cet ordre-là, les femmes prennent plus de temps pour s'occuper de leur famille. Ça, c'est 47% des femmes, 40% des hommes dans le monde. Et une deuxième thématique qui va être très variable en fonction des pays. Les femmes ne réclament pas, ne négocient pas bien leur salaire, enfin, elles ne négocient pas autant que les hommes. Donc en fait, on va dire, en gros, si les salaires sont inégaux, bien sûr, il y a du sexisme, et c'est partout, mais c'est aussi parce qu'à un moment, les femmes vont faire le choix d'élever leur famille. Est-ce un bien? Est-ce un mal?
moi je ne porte pas du tout d'avis là-dessus, elles disent les femmes prennent plus de temps pour élever leur famille. Est-ce un choix ? Est-ce une soumission à une norme sociale ? Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est que ce n'est pas parce que les hommes créent plus de valeur que les femmes, ce n'est pas parce que les hommes sont plus productifs que les femmes, ce n'est pas parce que les hommes sont des reliable workers, ce n'est pas parce que les femmes ne veulent pas travailler aussi dur que les hommes. Donc, ce ne sont pas toutes ces raisons. On est bien dans des raisons, en fait, on va dire, quand même plus sociales, plus culturelles. On n'est pas dans la réalité de la productivité ou de la construction de valeur. En fait, on a regardé un petit peu les pays. Ce qui était intéressant ici, c'est quand on est en Angleterre, par exemple. En Angleterre, 63% des femmes vont nous dire pourquoi est-ce que les femmes ne gagnent pas autant que les hommes ? C'est parce qu'elles ne négocient pas leur salaire à 63% aussi violemment, on va dire, que les hommes. Donc, en fait, est-ce que c'est de leur faute ? Est-ce que ce n'est pas de leur faute ? En tout cas, elles ne vont pas au combat comme un homme pour négocier son salaire. Et c'est beaucoup plus faible sur elles prennent plus de temps pour élever leur famille. D'accord ? Aux États-Unis, et d'ailleurs, c'est plus élevé, cette histoire de femmes qui ne vont pas à la bagarre pour négocier leur salaire, c'est plus élevé en Angleterre que le sexisme. Donc, c'est intéressant de voir, en fait, dans ce pays, la relative part du sexisme et de la propre volonté des femmes de se battre et de défendre leur salaire. Aux États-Unis, c'est plus dans le sexisme. En France, on va dire que c'est plus sexiste, mais la famille est assez importante. Alors, on en arrive, en fait, à cette idée, qui est la dernière idée de cette partie. Elles ne se battent pas pour défendre leur salaire, mais derrière ça, il va y avoir une autre réalité, c'est est-ce qu'elles pensent qu'elles valent ce combat pour un salaire supérieur ? Et donc, on a demandé, en fait, aux femmes, on demande aux femmes, les femmes sont de meilleurs boss que les hommes, on demande aux femmes. 15% des femmes répondent oui. C'est pas beaucoup quand même. On demande aux hommes, les hommes sont de meilleurs patrons que les femmes, 31% des hommes répondent oui. Donc déjà, on commence à deviner, c'est pas facile de creuser ces notions, mais on commence déjà à deviner ce sentiment que les hommes vont avoir plus naturellement d'être des meilleurs patrons, donc de mériter leur demande de salaire, alors que les femmes vont avoir ce sentiment d'être des moins bons patrons, donc de ne pas mériter une demande d'augmentation de salaire. Donc on est bien dans toutes ces idées autour de l'imposter syndrome, ou du fait que les femmes, même quand elles ont conquis le pouvoir, souvent ont des doutes. 25 famous women on imposter syndrome and self-doubt. Et cette autre étude du Harvard Business Review qui dit que les femmes, une fois qu'elles ont été rejected, ce qui forcément arrive à tout le monde, on est tous une fois rejetés dans notre vie professionnelle, les hommes se disent « c'est injuste ». C'est vraiment injuste, je vais réagir. Les femmes se disent, il y avait peut-être un peu de vrai, donc peut-être que je vais step back. Et voilà. Donc c'est assez intéressant de rentrer dans ces notions. Et puis, dernière question sur cette thématique, on demande à tout le monde, vous préférez avoir comme boss un homme ou une femme ? Alors, on va dire globalement, on s'en fout. Je regarde en Chine, en fait, ou même aux États-Unis, une femme en bleu, en fait, elles sont 13% à préférer un boss homme, 13% à préférer un boss femme, pas de différence. En France, les femmes en bleu, 14% préfèrent avoir un boss homme, 7% un boss femme. Donc, si on vous dit, qui tu préférais avoir comme boss, monsieur machin, madame machin, on va dire monsieur truc. En Chine, les femmes sont 38% à préférer un boss homme, 10% à préférer un boss femme. Donc là aussi, on voit cette autre dimension. Les femmes elles-mêmes n'ont pas forcément envie d'avoir comme patronne une femme, alors que c'est tellement cool. Voilà. Donc, je vais passer la parole à Clément parce qu'il va essayer de creuser derrière tout ça le problème des représentations que les femmes ont d'elles-mêmes, que les hommes ont d'eux-mêmes et que l'ensemble de la société a des deux.
Et donc, on va beaucoup s'amuser parce qu'évidemment, je déclare la foire aux clichés ouverte. Comme le titre l'indique, les hommes chassent, les femmes prennent en charge, care. Après tout, l'un des livres les plus vendus au monde s'appelle bien « Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus ». Donc, je pense que la société est prête à recevoir ce type de clichés. Alors évidemment, on va toucher à des choses qui sont assez complexes, ce sont des choses qui relèvent de l'ordre de la représentation. Et tu citais tout à l'heure Mercedes Françoise Héritier. Françoise Héritier dit une chose qui est « rien de ce qui nous paraît naturel n'est naturel ». La première question, justement, à ce sujet qu'on va pouvoir poser, c'est qu'est-ce qui explique ce manque de différence de confiance en soi, ce manque de volonté pour demander, négocier ? Peut-être que c'est tout simplement que l'égalité entre les genres n'existera jamais parce que les genres ne sont pas égaux, seraient pas égaux en termes de force physique, ne seraient pas égaux en termes de psychologie, par exemple. On va poser la question, est-ce que ça relève de la nature? Est-ce que ça relève de la culture? Est-ce que ça relève de la culture, d'un manque de représentation? Par exemple, ce tweet qui dit il ne faut pas se poser la question de pourquoi il y a autant de white men qui ont autant confiance en eux. Je viens juste de voir un film de super-héros avec une femme et j'ai l'impression que je vais pouvoir combattre la Terre entière. Donc il y a évidemment une dimension culturelle. Petite anecdote de Françoise Héritier encore, qui racontait qu'au cours de travaux d'ethnographie dans l'Afrique de l'Ouest, elle voyait des femmes au champ travailler avec leurs enfants sur le dos et que systématiquement, elle ne comprenait pas parce que quand l'enfant se mettait à pleurer que c'était un garçon, elle s'arrêtait tout de suite de faire ce qu'elles étaient en train de faire et quand c'était une fille, elle continuait. Et donc elle leur pose la question « Pourquoi ?» Et là, les femmes lui répondaient un garçon, ça a un cœur rouge, ça a un cœur violent. Si je ne m'arrête pas, il risque de mourir. Une fille, de toute façon, dans sa vie, elle sera toujours frustrée, autant qu'elle apprenne dès le plus jeune âge. Donc, en effet, ça montre aussi que ce qui nous semble naturel ne l'est pas, puisque c'est aussi au nom de construction culturelle qu'on le fait. Donc, est-ce qu'il n'y aura jamais d'égalité entre les genres, parce que de toute façon, les genres ne sont pas égaux? On ne va pas le déclarer en France, même si on peut considérer que 30% sur le prosumer, c'est quand même énorme. En revanche, en Chine, en Inde ou au Brésil, on a des chiffres qui vont être beaucoup plus élevés. Évidemment, on a posé la question, à votre avis, qu'est-ce que les hommes sont davantage, qu'est-ce que les femmes sont davantage ? Sans surprise, j'ai envie de dire, les femmes seraient davantage sensibles, seraient davantage nurturing, seraient en revanche évidemment des meilleurs chasseurs pour les promos, les bons prix. Elles seraient plus gentilles, oui, pas pour elles, mais pour le foyer, pour faire les courses. Elles seraient plus fortes d'un point de vue émotionnel, elles seraient plus sensibles, quand les hommes, évidemment, passeraient leur journée à démonter des moteurs de voitures et à les remonter, puisqu'ils sont plus mécaniciens, ils sont beaucoup plus tech-savvy, indépendants, aventuriers, évidemment courageux et confident. Donc, évidemment, là derrière, c'est aussi façonné par des années de culture, par le fait que, comme tu disais, Mercedes, l'histoire a été aussi écrite par des hommes pendant très longtemps et que donc, du coup, on raconte aussi ce qui nous arrange. Mais attention, si on complexifie un petit peu et qu'on pose la question aux femmes et aux hommes, pensez-vous que les femmes sont davantage ou que les hommes sont davantage? Là, c'est très drôle et ça explique sans doute le succès de ce livre que je mentionnais tout à l'heure. Chacun est persuadé qu'il est plus intelligent, qu'il travaille plus, qu'il est plus responsable, qu'il est plus intelligent, qu'il est plus créatif, qu'il négocie mieux et qu'il est plus indépendant que l'autre sexe. Donc, en effet, ça augure normalement de certains conflits. En revanche, ce qui est très drôle, et on le voyait, c'est que les femmes ne vont pas croire qu'elles sont de meilleurs leaders et des meilleurs chefs que les hommes, alors que les hommes vont le penser. En revanche, les femmes vont considérer qu'elles sont davantage gentilles et qu'elles sont plus honnêtes et dignes de confiance que les hommes. Le problème est que, jusqu'à présent, dans le monde professionnel, ce n'est pas forcément la gentillesse, l'honnêteté et d'être digne de confiance qui sont des éléments valorisés, et encore moins, j'ai envie de dire, dans le monde de la politique. Donc peut-être aussi que ça peut expliquer le fait que les femmes aient plus de difficultés à se lancer dans une carrière politique ou qu'elles peuvent avoir plus de blocage à l'idée, en effet, de faire une carrière plus élevée. Et mauvaise nouvelle,
aussi, quelque part, c'est qu'on le voyait en introduction avec Marianne, on se dit, tout le monde est d'accord pour dire le monde irait mieux s'il y avait plus de femmes en position de pouvoir. Peut-être aussi parce que les défis qui se posent au monde aujourd'hui requièrent des qualités un petit peu nouvelles qu'on n'a pas essayées et qui seraient plus d'honnêteté, plus de gentillesse, plus d'empathie. Donc des qualités qu'on prête soi-disant aux femmes. Et aujourd'hui, de quoi on se rend compte, c'est que même dans l'évolution du monde politique, il va y avoir un affrontement entre deux types d'incarnation du pouvoir. On a parlé, et c'était le 6 et 7 septembre, Mercedes, de révolution de velours pour l'accession au pouvoir de Macron, qui a joué pendant sa campagne de qualité soi-disant féminine. Il était davantage dans une forme d'empathie, il était davantage dans ce type de qualité. Et Obama a clairement aussi joué ça. Alors, versus des Poutine ou des Trump, qui d'ailleurs illustrent bien les divisions entre zones du monde qu'on observe. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'en fait c'est vraiment les femmes qui vont changer le monde, ou est-ce que ce sont des hommes qui auront compris pour que accéder au pouvoir ou se maintenir au pouvoir, ils devront faire preuve de qualité davantage prêtée aux femmes. Alors peut-être que c'est un énorme cliché et que les femmes n'ont pas envie de se voir réduites, entre guillemets, au fait d'être plus gentilles, plus dignes de confiance, mais si c'est le momentum pour prendre le pouvoir au nom de ces qualités, il ne faudrait pas qu'elles se privent, parce que sinon les hommes vont le faire sans aucune hésitation. Quatrième fait, avant-dernier fait, il y a peut-être un domaine où l'inégalité se renverse, et ça va être un domaine un petit peu plus léger, mais qui a néanmoins son importance, et on sait aussi le pouvoir politique de la mode et de la beauté. Alors, Boys Don't Cry, mais les femmes ont le droit d'être des alpha males dans leur représentation et dans le choix qu'elles vont faire dans leur habillement, dans leur rapport à la cosmétique, etc. Et ça, c'est assez intéressant. On va voir qu'il y a pas mal de choses qui évoluent. Un premier chiffre, je m'inquiète que les garçons deviennent moins masculins. On a des chiffres qui ne sont pas forcément très élevés en France, 26-26. La France est d'ailleurs un pays où généralement les hommes ne sont pas très machos dans notre étude, voire même pas du tout. C'est là où les hommes sont le plus conscients des problèmes structurels de la société. C'est le pays où ils sont le plus d'accord pour une égalité des droits. Le font-ils derrière? Je ne sais pas, mais en tout cas, on n'était pas surpris par ce chiffre-là. En revanche, 63% des prosumeurs chinois, 38% au Brésil vont se dire « je m'inquiète que les petits garçons deviennent moins masculins ». C'est beaucoup moins élevé que de s'inquiéter que les petites filles ne deviennent pas assez féminines. D'ailleurs, ça, c'est assez intéressant parce que, pour le coup, même en France, quand on a tous les débats sur la soi-disant théorie du genre, etc., on s'inquiète moins qu'une petite fille puisse mettre un pantalon et jouer au cow-boy qu'un petit garçon mette une robe. Donc, c'est sur la notion de virilité, de masculinité et de la façon dont on doit élever les garçons que vont venir se cristalliser un certain nombre d'angoisses sur l'apparence et sur la façon d'être élevé. Pourquoi peut-être que c'est moins compliqué pour les filles? C'est qu'on voit que la mode, par exemple, a beaucoup travaillé sur l'androgynie, sur la réappropriation de pièces du vestiaire masculin, etc., ce qui sera moins vrai pour les hommes. Donc on s'est amusé à poser des questions, tant qu'à être dans les clichés, autant y aller jusqu'au bout, mais c'était intéressant de voir, du coup, une femme qui ne porte pas de maquillage n'est pas féminine, n'est pas suffisamment féminine. Non, personne, à part un peu les Chinois quand même, qui est un peu notre pays torture-test dans cette étude, personne ne va dire non, une femme qui ne porte pas de maquillage n'est pas féminine. C'est pas là où va résider la notion de féminité. Ce qui est déjà quelque chose d'intéressant, parce que ça fait juste signe d'un mot qui s'appelle liberté, et on peut donc du coup choisir ou pas de mettre du maquillage, ça c'est pas un problème. Au contraire, même ça devient une tendance qu'on se réapproprie, puisqu'on sait que le nude, la catégorie du maquillage qui ne se voit pas, est celle qui est le plus en progression dans la cosmétique. Même question, alors ça c'est pour Mercedes, une femme qui ne porte pas des talons hauts n'est pas féminine suffisamment. Je n'ai pas vu Mercedes une seule fois en plat en 10 ans. Donc voilà, mais en tout cas, 7% des femmes pensent que ce n'est pas de toute façon un problème. On est libre de faire ce que l'on veut,
même si, dans la réalité, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si vous avez vu il y a 2 jours cette polémique en Angleterre parce qu'une hôtesse d'accueil a été licenciée parce qu'elle arrivait en ballerine. Donc il y a encore des choses qui se cristallisent autour du talon, qui peut être réapproprié par des femmes de pouvoir comme étant en effet soit quelque chose qui leur donne de l'élan, qui leur plaît, etc., soit qui peut être encore vu comme une forme d'asservissement pour d'autres quand il n'est pas choisi. Mais en revanche, il y a une forme de déclaration de liberté et de choix. Ce n'est pas dans ce type d'attribut que va venir se loger la féminité. Et d'ailleurs, on peut toujours leur faire confiance. Les marques se sont emparées de ça et ont en effet joué cette carte-là, qu'il s'agisse de H&M ou qu'il s'agisse de Dove, pour dire en fait, être une femme, c'est très ouvert et c'est pas forcément s'approprier ce qui a été l'apanage des femmes pendant des siècles. Après, chacun fait ce qu'il veut. Donc, quelque part, sur cet aspect-là, les femmes sont davantage libérées quand les hommes, alors qu'on avait pu croire avec l'avènement du métrosexuel, il y a une dizaine d'années, 15 ans, qu'on pouvait dépasser un petit peu tous ces stéréotypes, ça va être plus compliqué. On voit quelques signaux dans la mode, évidemment, qui peut se permettre d'être un petit peu plus disruptive, dans une campagne Vuitton, par exemple, avec le fils de Will Smith qui joue de son androgynie. Mais globalement, l'image de l'homme aujourd'hui, c'est plutôt le hipster qui cause la faillite de Gillette, parce qu'il refuse de se raser. Avec cette phrase « A man should be masculine », tout le monde est d'accord dans le monde, 93% des prosumeurs chinois, 62% des Français. Donc être masculin, qu'est-ce que c'est ? C'est donc porter la barbe, avoir les cheveux un petit peu quand même travaillés, mais c'est avoir une grosse chemise de bûcheron. C'est assez intéressant de se dire, voilà, aujourd'hui, que ce soit les hommes ou les femmes, les attributs de la masculinité comptent encore et on a envie d'élever ces enfants comme ça. C'est un petit peu étrange. Alors, on a voulu creuser en se disant, en même temps, on voit le boom de la cosmétique pour hommes. C'est là où on a le plus de croissance. Donc, du coup, quel est le rapport entre ce boom du fait que les hommes ont envie de prendre soin d'eux et qu'ils font la croissance de l'industrie cosmétique avec cette notion de masculinité? Et là, c'est assez simple. Alors, c'est pas tout de suite qu'on va faire beaucoup d'argent avec les gammes de maquillage pour hommes, puisque un homme qui porte du maquillage, là, pour le coup, clairement dans le monde, ce n'est pas masculin suffisamment. Je pense même que les Chinois n'ont pas compris quand nous avons posé la question. En revanche, un homme qui passe beaucoup de temps en termes de soins personnels, le spa, etc., n'est pas masculin. Il y a des pays, la Chine, où on n'y est pas encore. En revanche, il y a des pays comme les États-Unis, le UK ou la France, où là, pour le coup, il n'y a pas de problème et on comprend que ça ne veut pas dire qu'on n'est pas masculin, c'est juste une façon aussi de prendre soin davantage de son corps. Et encore intéressant, il n'y a pas de différence prosumer mainstream, pas de différence homme-femme, on est vraiment dans une différence, on va dire, culturelle selon les pays et c'est là où on aura le plus de choses qui nous opposent. On va être presque dans les temps. On le fait en duo, cette partie, on s'est dit donc assez rapidement. Juste peut-être une chose qui est intéressante, c'est qu'il va y avoir beaucoup d'hypocrisie, mais évidemment, on ne pouvait pas s'interroger, on ne pouvait pas faire cette étude sans s'interroger un moment à rapport que et les hommes et les femmes ont à la famille versus la carrière. Et il y a une chose, alors je disais l'hypocrisie, parce que tout le monde se met d'accord que les bébés, c'est mieux que d'être au conseil d'administration. Parce que being a successful parent, c'est plus important que d'avoir une carrière successful. Ça, les hommes, les femmes, on n'a pas de différence et on a ça dans tous les pays. Alors, on avait fait il y a quelques années une étude sur le fantasme de la famille. Donc, on va vite. Juste, on a sorti ce petit chiffre qui est marrant. Souvent, j'utilise le travail comme une excuse pour ne pas passer du temps avec mes enfants. Les hommes, soit les femmes sont hypocrites, soit les hommes... Voilà, soit les hommes sont sincères, mais ils sont davantage de se dire oui, le travail, c'est bien commode pour ne pas les emmener au parc le samedi après-midi ou pour ne pas faire les courses. Il y a beaucoup trop de mails qu'il n'a pas traités dans la semaine et qu'il est urgent de faire là, maintenant. Dernière question. Une fois qu'on a vu tout ça, à la fin, qui est-ce qui... Ah non, pardon. Ah oui, il y a d'abord ça. Alors, en fait, on avait une avant-dernière question qu'on aimait bien. On a 2 questions rigolotes. Ça, c'est une question sur les relations hommes-femmes fonctionnent mieux quand l'homme gagne plus que la femme.
On voit que globalement, dans tous nos pays, France, États-Unis, non, on ne veut pas que l'homme gagne plus que la femme. Par contre, évidemment, dans nos pays de macho man, les femmes comme les hommes pensent que c'est bien que l'homme gagne plus que la femme. Et puis, on aimait bien cette question parce que quand même, elle est importante. Les hommes devraient initier toute relation amoureuse. Eh bien, toute libérée qu'on soit aux États-Unis, en Angleterre, en France, on aime bien un peu encore que les hommes initient une relation amoureuse. Je ne vous parle pas des Chinois qui pourtant, on reviendra après, je ne vous parle pas des Indiens, etc., etc. Donc on est encore un petit peu dans cette ambivalence qui m'ouvre la porte, qui, etc., etc. Et puis une dernière charte pour conclure que Clément va nous dire, mais à la fin, Clément, qui paye l'addition ? Alors moi, j'adore quand on m'invite au restaurant, donc je n'ai aucun problème pour ne pas payer l'addition. En revanche, en fait, on a juste voulu se centrer sur les pays qu'on avait vus tout du long, qui étaient très machos, parce que quitte à être macho, au moins, est-ce qu'ils payent à la fin ? Alors, les Russes, oui, au moins, on ne pourra pas enlever ça à l'homme russe. Il est pour l'inégalité, il est pour dominer, mais au moins, il prend ses responsabilités, il paye au restaurant. En revanche, le Chinois, non. Non, femme paye. Voilà, l'égalité ne se joue qu'au niveau du portefeuille. Voilà, c'était juste pour terminer sur un petit clin d'œil, mais maintenant nous allons passer aux questions et au débat.